Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, je vais vous parler des particules dans Houdini. Je vais vous montrer comment les créer, mais aussi comment les modifier, comment s'en servir, bref, comment les rendre. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Donc, on va commencer tout de suite par créer d'abord la première chose qu'il faut, c'est créer une source pour nos particules. D'accord? Donc, l'endroit d'où les particules vont être émises. Donc je vais me faire une géométrie, on va appeler ça particule parce que je ne vais pas me servir de l'Autodop Network, je vais vous montrer comment les créer from scratch. Et du coup, je vais commencer par créer un tube. Quelque chose comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. J'aimerais bien faire une espèce de torche. Alors, je vais la monter ici. Un petit peu plus petit, quelque chose comme ça. Ensuite, allons-y. Hop, je me mets en edge. Je sélectionne le tout. Je translate ça ici. Puis je viens sélectionner ma. Hop là. Je viens sélectionner des faces. Comme ça. Avec C enfoncé, j'ai la palette qui me permet de venir extruder mes faces. Ici, comme ça. Très bien. Un petit peu moins. Voilà. Ok. Ensuite, je reviens en mode Edge ici pour sélectionner cette fois ça, ça et ça. Et avec C enfoncé, je viens chercher le polybevel. Ici, polybevel qui me permet donc de faire un bevel. En rond. Voilà, comme ça. Et puis je continue. Toujours en mode edge, ici. Je viens créer une petite poignée. N'oubliez pas d'appuyer sur S entre chaque sélection pour pouvoir resélectionner, hein, c'est l'équivalent de ça. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre le micro au-dessus de mon écran pour éviter d'avoir les clics de souris et les touches du clavier. Voilà, j'espère que ça va mieux. Puis moi, ça m'oblige à me tenir droit, ce qui n'est pas plus mal. Donc ensuite, je scale ça minimum. Puis je vais subdiviser. Ça me paraît pas mal. Et puis maintenant que je l'ai subdivisé, vous voyez, donc je me retrouve avec un émetteur. Enfin, un émetteur, voilà, c'est comme une sorte de torche. On va dire une torche, c'est très bien. Et donc cette torche, ici, j'aimerais que du coup des particules soient émises uniquement du bout ici, qu'on pourrait dire enflammé. Donc pour ça, je vais créer un groupe. Je vais créer un groupe et donc dans Houdini, ce qui est intéressant, c'est de travailler toujours au plus tôt, c'est-à-dire de ne pas le créer le groupe au niveau du subdivide, parce que du coup ça va vous faire un nombre de faces, c'est plus long à calculer pour lui, mais plutôt de le faire avant le polyextrude ici. Hop. Je crée un groupe, ici. Tac, ben non, c'est encore plus simple de venir ici au moment du edit. Hop. Au moment du polyextrude, pardon. Et de venir directement sélectionner mes faces ici. Hop. Voilà. Ici, je crée un groupe que j'appellerai source. Parce
puisque ça sera la source de mes particules. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, ici, et que j'ai subdivisé, il m'en faut pas plus pour créer des particules. Bon, hop, je reviens à ce niveau-là, voilà. Et ici, je vais simplement créer un nul que je vais appeler code source. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça et que j'ai créé ma source, je vais créer du coup des particules à partir de ça. Et pour ça, donc, j'ai effectivement la solution de venir dans le shelf ici particle et créer une source from particle. Mais là, j'aimerais vous expliquer vraiment comment faire autrement. Donc je vais passer par un pop network. Ici. Donc un pop network, c'est un peu comme un subnet, vous voyez, c'est une simulation. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur est une simulation. Vous voyez que de base, comme j'ai créé un particule opérateur network, il m'a créé un pop object et une source. D'accord? Donc le pop object, c'est l'objet particule, c'est est-ce qu'il y a des particules, enfin je vais vous expliquer plus en détail. Et ici la source. Donc la source de base, il me propose use first context geometry. En fait, il considère que comme j'ai créé un opérateur, la source c'est ce qui est connecté ici, en premier. First context geometry, second, third et fourth. Ok. Donc ici, first, second, third et fourth. Mais je peux aussi utiliser les paramètres value ici, c'est-à-dire qu'il me donne l'accès à un surface opérateur. Et du coup, c'est ça qui va me permettre d'aller chercher mon outsource. Accept. Ok. Et comme j'avais un groupe ici, dans source groupe, je viens sélectionner ma source. Et donc j'ai uniquement les particules qui vont être émises d'ici. Vous voyez, ce petit coquin, il m'a sélectionné des faces en plus à cause de mon subdivide. Hop, vous voyez. Donc en fait, mon groupe, j'aurais pu le faire un peu différemment. Je vais vous montrer une... Est-ce que ça va fonctionner? Oui, je vais vous montrer une autre méthode. Donc je suis ici au niveau du polyextrude et vous voyez, j'ai la possibilité de... Donc j'ai outputé les faces front et je sors aussi les faces qu'il appelle side, c'est-à-dire les faces hop, qui sont créées ici. D'accord? Donc du coup, en fait, je peux cocher les cases ici pour qu'il me stocke à chaque fois les faces dans des groupes. Donc j'ai extrude front et extrude side qui correspondent donc, vous voyez, à extrude side celle-ci, extrude front celle-là. Voilà. Et donc c'est ça ma source en fait, c'est l'ensemble de ces deux groupes-là. Et pour les grouper ici, je vais simplement venir créer un groupe combine, pardon. Voilà, ce qui me permet de faire des opérations booléennes sur les groupes. Donc je m'explique. Ici, vous avez donc votre groupe, le premier groupe, on va prendre extrude front. Je vais dire que extrude front est égal à, du coup, extrude front, toujours le même, et que ça, on va faire une union avec le groupe extrude side. Ok? Et le tout va s'appeler extrude front. Donc, si maintenant je prends extrude front, vous voyez que j'ai tout qui est sélectionné. À ce niveau-là, ici, extrude front, j'avais uniquement les faces là, mais pas celles qui étaient ici. Vous voyez? Donc voilà la différence. J'ai combiné mes deux groupes. Donc le groupe s'appelle extrude front, ça ne m'arrange pas, moi j'aimerais qu'il s'appelle source. Donc ici, je viens mettre un groupe rename. Groupe rename, ici, donc c'est un groupe en primitive qui s'appelait extrude front et qui s'appelle maintenant source. Voilà. Ok. Donc en fait, ici, vous aviez extrude front et extrude side. Et vous voyez, extrude front, il y avait 25 primitives dedans. Et maintenant, c'est source. Ok. Donc maintenant qu'on est bon, ici, et ben il ne change rien. Ça, c'est à cause du subdivide. Bon, écoutez, c'est pas grave, on continue. C'était quand même pour vous montrer une autre méthode. Bref. Donc maintenant que je suis là, ici, hop, de base, vous voyez que j'ai une émission de particules avec aucune vélocité. Elle se crée à l'endroit de l'émetteur et elle reste collée. Ok. Donc ici, vous avez dans les attributs ici, vous avez donc la possibilité pour la source de récupérer, en fait la vélocité de l'objet. Okay, c'est-à-dire qu'un objet quand il bouge dans Houdini, on lui attribue donc on lui donne un attribut vélocité.
ok? Et c'est cet attribut vélocité que la particule récupère pour savoir dans quelle direction elle va être émise. J'ai pas besoin de me servir de ça, je peux aussi faire une initial velocity. Vous voyez, qui me permet par exemple de mettre 1 vers le haut, ce qui fait que du coup, mes particules sont propulsées vers le haut. Ok? Donc, attendez, on va se mettre un peu plus lent, on va se mettre à 30 images secondes, ça sera plus joli. Close. Donc, voilà. Ok? Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'effectivement, je pourrais me servir de la vélocité de l'objet. Et donc, comment ça marche? Je vous montre. Pour récupérer la vélocité de l'objet ici, déjà, je vais commencer par lui faire une petite animation. Donc, je vais mettre un transform. Ici, hop, voilà. Mon transform ici, c'est parfait, j'ai le point de pivot tout en bas de l'objet. Donc, je vais le mettre dans une position, ici par exemple. Et là, pour poser une clé à la frame 1, je viens faire un alt-clic sur le paramètre. Ok. Et quand il est en vert, ici, il y a la petite clé activée, ça veut dire qu'on a posé une clé. Donc je vais à la frame 30, ici, et puis je voudrais le tourner, mais pas dans ce sens-là, pas avec cet axe. Donc je viens changer ça et le mettre en world. Voilà. Ici, je viens mettre de l'autre côté. Tac. Et pour valider, j'ai besoin de refaire un alt-clic sur Rotate pour valider la clé. Okay. Donc maintenant, vous avez une animation. Ok. Donc c'est bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est la faire boucler, cette animation, histoire que tout au long de la... On va mettre... on va voir après. Tout au long de l'animation, elle fasse des oscillations comme ça. Et donc pour faire ça, c'est facile. En fait, en faisant un Shift-clic gauche, ici, sur le paramètre, vous ouvrez l'animation editor. Et cette animation editor, c'est là où vous retrouvez tous vos clés d'anime. Ok? Donc moi, c'est uniquement sur Rotate, vous voyez, j'ai cliqué sur Rotate ici, et c'est bien les trois axes X, Y, Z qui sont concernés. Donc, ce que je vais faire, pour faire une boucle, en fait, je vais sélectionner mes trois paramètres, parce que je vais les boucler tous les trois, même si c'est juste en X que j'ai une rotation. Et je vais faire un clic droit ici, où vous pouvez utiliser ce petit icône là, pour faire Channel Properties. Ok. Et une fois dans le Channel Properties, vous avez du coup vos trois channels, rotation X, rotation Y, rotation Z. Et là, vous avez la possibilité de mettre un comportement. Vous voyez, before et after. Donc, moi, c'est after qui m'intéresse. Et after, j'ai la possibilité ici de le cycler, de le faire osciller, etc. C'est là que ça se passe. Donc, je vais sélectionner les trois paramètres. Hop là. Sélectionner, pardon, les trois paramètres. Et je vais choisir Oscillate. Apply. Et vous voyez, la courbe maintenant, elle continue. Accept. Elle fait bien une loupe. Donc on est bon. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bien. Ok. Vous voyez, en faisant... j'aurais pu aussi sélectionner les clés, faire des clés linéaires. À ce moment-là, mon oscillation aurait été beaucoup plus brusque. Voilà. Mais j'ai choisi, du coup, je viens remettre ça en cliquant sur voilà, automatique ici. Et j'ai à nouveau des clés plates. Tac. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, une transformation, c'est pas pour autant que je vais avoir un changement dans mes particules. Vous voyez, il continue, en fait, les particules sont générées à l'endroit où la source est émise, mais il n'y a aucune vélocité qui est appliquée. Forcément, parce que ici, dans ma source, quand je regarde les infos, j'ai pas d'attribut de vélocité. Vous voyez, j'en ai pas. Donc il faut que j'en crée un. Et l'opérateur qui permet de créer, donc de récupérer la transformation d'un objet pour en créer une vélocité, c'est trail. Trail permet de faire plein de choses, mais ça notamment. Et donc trail ici, le résultat type, moi ce qui m'intéresse, c'est de venir chercher compute velocity. Ok. Donc maintenant il va computer la velocity pour voir. Alors regardez, vous avez ici un petit icône display point trails là, et donc ces point trails, voilà, vous permettent de voir, hop, vous voyez le pourcentage de vélocité. Donc les points ici, plus évidemment, plus le truc est long et plus il va vite. Ok.
Donc en fait, c'est ça, moi, que je voudrais appliquer à mes particules. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, maintenant, j'ai créé un paramètre un attribut de vélocité. Regardez, maintenant, il est là. J'ai 3 floats, ok? Donc, c'est parfait. Du coup, ici, quand je vais jouer mes particules, attendez, bon, on peut même le faire de là directement. Hop, comme ça. Regardez, on va même créer un merge ici pour pouvoir avoir les deux, la torche et ça. Et j'ai bien mes particules qui sont créées. Alors, il y a plusieurs problèmes là que je vois qu'il faudrait régler. La première chose, c'est que les particules vont beaucoup trop loin. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont un âge illimité là. Du coup, j'ai besoin d'aller changer ça, et ça va se modifier ici dans Burst. Ok? On a life expectancy, et c'est en secondes. Donc là, pendant 100 secondes, elles vivent. Moi, c'est beaucoup trop. Je voudrais qu'elles vivent 2 secondes, avec une variance de 1 seconde. Ok? Ça me paraît bien déjà. On va voir le résultat. Tac. Vous voyez, les particules, au bout d'un moment, elles finissent par mourir. 1, 2, 3. Voilà. Et le problème, le deuxième problème que je vois, vous le voyez aussi, c'est que mes particules, le problème, c'est qu'elles sont créées toutes les frames. Donc forcément, entre 2 frames, ma torche, elle a évolué. Ce qui fait que du coup, bah, on a les marques, on a l'impression d'être dans un truc, dans une photo de sportif en train de courir, là. Donc du coup, on va modifier ça aussi, cette fois dans le pop solver ici, puisque c'est lui qui va nous solver l'animation, et on va lui augmenter ses substeps. Okay, c'est-à-dire que vous avez frame 0, hop, vous avez frame 1 ici. Donc les particules, elles sont émises ici et ici. Donc forcément, vu que la distance, elle évolue, vous voyez entre les deux, derrière, là ou là, et bien forcément, les particules sont créées là et là. Parce qu'on a une substep. Si j'en mets 5, par exemple, ben, vous allez avoir, hop, vous allez avoir 5 émissions de particules. Donc entre chaque frame. Ok? Donc ça paraît tout con comme ça, mais autant le savoir. Ce qui fait que maintenant, hop, vous voyez, on a plus ce décalage. Les particules sont bien créées tout le temps, même entre les frames. Voilà. Donc, la deuxième chose ici, je vous l'avais déjà un peu expliqué dans un autre cours, mais j'y reviens un coup, vous avez l'activation. En fait, vous avez deux choix dans la naissance des particules. Soit elles naissent, soit toutes les secondes. Et ici, vous avez toutes les secondes. Je reprends. 1, ça veut dire que c'est activé. 0, ça veut dire que ça ne marche pas. Okay, il n'y a pas d'entre les deux. C'est 0 ou 1. Donc, si j'active ici constante, ça veut dire que vous avez un burst rate de 5000. Et donc, voilà. Donc, vous avez, en gros, toutes les secondes, vous avez 5000 particules qui sont émises. Okay, si je change ça et que j'active ça, que je mette ça à 0, ok, du coup, ça, il ne tiendra pas compte de ça, il n'y aura pas 5000, et là, vous voyez, il n'y a plus de particules du tout, parce que ça, c'est actif, mais il y a 0 count dans l'impulse. Et ça, en fait, au lieu d'être toutes les secondes, c'est toutes les frames. Donc, si je mets 1000 particules par frame, voilà ce que ça me donne. Hop, attendez, je vais désactiver ça, ça sera peut-être plus cool. Bon, il commence à galérer, forcément, hein, parce que là, c'est un peu chaud pour lui. Donc, on va en mettre 100, ça sera déjà bien. Voilà. Donc, hop là, vous voyez, on fait déjà des beaux dessins. Donc voilà les différences entre les deux. Moi personnellement, là, pour ce type d'émetteur, je vais plutôt activer celui-là et avoir les 5000 frames comme j'avais tout à l'heure, les 5000 particules comme j'avais tout à l'heure. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, l'autre chose aussi, donc une fois que j'ai créé ça, qu'est-ce que je pourrais dire? L'autre chose aussi qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, quand on est venu là dans les attributs, on a vu que, vous voyez, on utilise la vélocité. Donc on hérite de la vélocité dans nos particules. Mais on a, ou alors c'est à nous de la décider, et à ce moment-là, elle ne tient pas compte du paramètre de l'attribut vélocité qui vient de la source. Mais on peut aussi faire un add, donc vous avez une valeur pour la vélocité de départ qui est héritée de la source,
Et vous pouvez rajouter, vous, un vecteur, donc une force. Donc, vous voyez, moi j'ai mis 1 ici en Y, ce qui veut dire que, avec une variance de 1, non, je vais mettre une variance de 0, ce qui veut dire que toutes mes particules vont aller vers le haut, en plus d'aller dans la direction, vous voyez, et là cette fois, elles s'envolent. Elles s'envolent, mais elles continuent à prendre la vélocité. Si je mets à 0,1 ici la vélocité, bah forcément, elles vont plus s'envoler qu'elles ne vont suivre le mouvement de la torche, etc. etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc je vais reprendre Inherit Velocity. Et ce que je veux dire aussi, c'est que vous n'avez pas uniquement les paramètres le paramètre de vélocité qui est hérité. Vous pouvez aussi, normalement, hériter de la couleur de la source. Si par exemple ici, je viens ajouter une couleur, tac. On va faire ça ici, c'est pareil. Je vais l'appliquer uniquement à la source, ici, et je vais choisir en point un Ramp from Attribute, et Attribute, je vais prendre P, la position. Ok. Donc là, tout est vert, c'est normal, le range est un peu trop gros, on va faire 0,1, 0,01, et voilà. Là, du coup, je me retrouve avec mon vertex color qui est mappé par rapport à la position des points. Donc, une fois que j'ai fait ça, et bien, qu'est-ce qui se passe ici? Les particules vont hériter de la couleur. Vous voyez? Donc ça, c'est un peu rigolo. Attendez, Inherit Velocity, on va mettre 0,5. Vous voyez, sinon, les particules, elles restent trop proches de nous. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici sur cet émetteur? Donc on a les attributs, effectivement, l'initial state, c'est-à-dire l'état de départ des particules, on est en free flying, c'est-à-dire qu'elles volent librement. Okay, vous pourriez aussi les avoir en stopped, et à ce moment-là, il ne tient pas du tout compte du paramètre de vélocité, il va juste vous créer des particules à l'endroit où elles sont émises, et puis plus les bouger. Okay, ce qui ne vous empêchera pas, vous, de rajouter ensuite une force pour les animer. Et vous pouvez aussi les stocker, c'est-à-dire que là, elles vont continuellement suivre la torche. C'est bizarre, elles se créent sur toute la torche du coup. Oui, parce qu'elles sont stockées. Donc dès qu'elles rencontrent la torche, elles se stockent. Ou alors slider, ça par exemple, c'est bien si vous voulez mettre des particules sur un pare-brise qui coule. Leur état initial, c'est de glisser le long de la particule. Ben, le long du pare-brise, vous mettez une gravité là, vous les mettez en sliding et les particules dégringolent. Ok. Donc, moi je reviens sur Free Flying. Là, on a fait hériter la couleur et on va s'intéresser juste une seconde ici au Pop Object. Donc les pop-objects, donc, il vous gère les collisions, hein, quand vous lui demandez de faire rebondir des particules sur un sol ou sur n'importe quoi, ça on le verra dans un prochain cours. Mais vous avez aussi donc, cette histoire de création de frame ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de créer des particules frame 1. Et du coup, vous pouvez dilater la channel ici et choisir par exemple 20, ce qui sera la frame de départ de l'émission des particules. Ok. Donc du coup, ça veut dire que là, il n'y a rien, et puis seulement frame 20, ça s'emballe. Et vous pouvez du coup, du même coup, animer ça. Donc je reviens ici. Non, pardon, est-ce que je peux animer ça? Je pense que je ne vais pas animer ça. Non, je pense que j'animerai plutôt l'impulse activation entre 0 et 1, plutôt que de gérer ça par le pop object, parce que en fait, je ne peux pas animer un truc qui détermine un nombre de frames. Vous voyez, ça correspond à rien, ça ne fonctionne pas. Donc, pour finir, ici, vous avez le pop solver. Donc, le pop solver, alors, attendez, hop, je vais remettre ça, création de frame à 1. Ouais. Et le pop solver, ici, vous avez le timescale qui vous permet de faire des effets de slow motion, de ralentir ou d'accélérer votre émission de particules. Vous voyez, là, du coup, alors attention, c'est pas le mouvement global des particules qui est ralenti, c'est comme si on avait stretché la timeline. C'est pas ça, c'est votre simulation qui considère que le temps passe 4 fois moins vite. Okay, donc ça veut dire qu'en gros, toutes les valeurs que vous avez rentrées ici, de vitesse, etc., de vélocité, sont réduites. Voilà. Et donc on revient à 1, ici, donc min et max substep, ça vous connaissez, là. Donc vous avez tout un tas de choses ici qui concernent des paramètres pour des choses un peu plus évoluées. Vous avez comment est-ce que va se comporter la particule par rapport à une collision, ça aussi on le verra. Vous avez sleep, donc sleep ça vous permet de figer la particule à l'endroit où elle est,
si elle dépasse le seuil ici au niveau de sa vélocité, donc si elle est en dessous d'une vélocité de 0,0. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, je mets une vélocité à 1 par exemple, et on va même les montrer. Donc celles qui sont endormies, donc celles qui ne bougent plus, seront en rouge. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que dès que les particules se mettent à ralentir, c'est-à-dire qu'elles sont émises à un endroit où elles ont peu de vélocité, et ben elles sont endormies. Et pour mieux vous le montrer, je vais enlever ça, là, et je vais rajouter ici une force. Donc vous voyez les forces, on peut les rajouter ici. Donc là, ici, une force, bon ça j'ai pas besoin. Hop, là, on va rajouter ici, vous tapez pop, et là vous avez tout ce qui concerne les particules. Et moi ce que je voudrais c'est un drag. Parce que donc un drag c'est une accélération à l'envers. Ok. Un drag en fait, ce que ça fait, le drag, c'est que c'est pour vous montrer. Ici, vous avez l'abscisse, tac, qui est l'âge de la particule. Hop, âge, ok, particule AL, ok. Et en ordonnée, vous avez la vitesse, la vélocité. Donc la particule commence sa vie, enfin commence son état initial avec le paramètre de vélocité, donc par là. Et puis ensuite, en fait, à chaque frame, ici, le drag va diviser sa force. Et donc du coup, hop, la particule, elle va faire quelque chose comme ça. D'accord? C'est ça que ça va faire. Ça va pas calmer la vélocité, ça va à chaque frame baisser la vitesse. En fait. Donc c'est le principe inverse de l'accélération, qui serait plutôt, lui, comme ça. Donc le drag ici, il est contrôlé par le R résistance, ça veut dire que vous avez en gros un qui est donc une unité qui est soustraite de la vélocité à chaque frame. Et donc ça me suffit pour vous montrer. Vous voyez que du coup, les particules s'envolent. Voilà, attendez, je vais mettre un petit peu plus de... Ici, je vais mettre 1. Et puis, je vais ajouter une vélocité un petit peu plus hasardeuse. Hop, 1, 1, 1. Voilà. Et donc, revenons là. Donc vous voyez la particule est ralentie. Et donc pour vous montrer ce que ça donne par rapport à tout à l'heure, je vais remettre le auto-slip ici, ok, avec le threshold à 1. Ce qui fait que maintenant, attendez, on va mettre la couleur. Vous voyez, toutes les particules qui donc sont touchées par ce auto-slip deviennent rouges. Et donc comme ça, je peux stocker mes particules dans l'espace, par exemple. Il y a un inconvénient, là, alors attendez, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ce truc-là. Mais il y a un inconvénient là par rapport à mes particules, c'est que moi ça m'embête toujours dans un effet spécial quand la particule elle disparaît comme ça. Il faut contrôler son alpha de manière à ce que l'alpha aussi descende tranquillement et que la particule du coup en fait disparaisse plutôt que, enfin disparaisse en plusieurs frames et pas en une seule. Et pour ça je vais me servir de l'opérateur PopColor. Donc PopColor globalement c'est pour colorer les particules. Hein, vous voyez que de base on a l'attribut couleur qui est donné par la source, mais ici du coup il l'override et donc il update la couleur. Donc moi j'ai pas envie de ça, ce qui m'intéresse c'est l'alpha ici, update alpha. Et je vais choisir une rampe, d'accord? Une rampe que je vais inverser, je vais mettre 1 et 0, voilà, bon plutôt 0 et 1, mais en inversant les points ça sera plus logique pour vous. Voilà, donc ce qui veut dire que en... Ouais, d'accord, super. Que vous voyez tout de suite, donc les particules, plus elles sont vieilles, plus elles vont mourir, plus elles sont transparentes. Et donc l'expression qui dit ça, c'est tout simple, c'est que la rampe est égale à l'attribut NH. L'attribut NH ici, c'est donc un attribut des particules qui calcule du coup l'âge de la particule. Okay, c'est-à-dire qu'à chaque frame, le NH est modifié jusqu'à ce qu'elle meure. Donc c'est un chiffre entre 0 et 1. Ce qui fait que du coup, maintenant, j'ai des particules plus élégantes. Alors, je peux trafiquer un petit peu les choses, hein, vous voyez, pour qu'elles restent visibles un petit peu plus longtemps et que ça se parle un petit peu plus. Oh, je peux aussi sélectionner, on peut faire ça, je peux aussi sélectionner chaque les points ici. Non, je peux pas. Voilà, c'est pas mal.
Et comme ça, mes particules, elles disparaissent. Elles font pas le ching ching ching. C'est plus joli. Et je peux faire la même chose à l'entrée d'ailleurs. Je peux aussi faire en sorte que la particule apparaisse. On ne voit pas grand chose, mais je vous assure qu'au début de leur vie, l'alpha, du coup, les particules sont transparentes au moment d'être émises. Donc, voilà. Donc, on a ça, on a la possibilité, du coup, je vous ai dit, de rajouter toutes les forces qu'on veut. Désolé, ma scène a planté, donc du coup, ça a été un peu brusque, mais voilà, du coup, j'ai recréé la scène. Ça a planté, ça arrive. Donc j'ai recréé la scène, toujours ma torche ici. La seule chose que j'ai pas créée, c'est le groupe là-haut pour déterminer la source de mes particules. C'est-à-dire que pour le moment, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, tout est... Elle en produit partout, partout, partout. Donc je voulais juste revenir sur ce groupe parce que ça m'énervait qu'il y ait des faces sélectionnées en plus là. Donc je reviens ici, hop, voilà, je reviens ici dans mon polybevel, tac. S pour sélectionner, je sélectionne ça, et vous savez que en appuyant sur Shift G, vous faites un gros sélection, et sur Shift S, un shrink sélection. Donc ça c'est pratique, Shift G et Shift S. Voilà, donc ici, tac, voilà, c'est mieux comme ça. Et du coup, ça, j'en crée un groupe que j'appelle source, comme tout à l'heure. Voilà, et ici, dans source, ici, je spécifie source groupe, et je vais chercher source. Tac. Donc on a bien la même chose que tout à l'heure, à ceci près que les particules ne sont pas colorées. C'est pas grave, je vais vous montrer une façon de les colorer, justement, qui va être sympa. Donc, j'en étais à vous montrer les forces, je voulais juste terminer, bon, les autres forces on les verra au fur et à mesure des autres cours, je voulais juste terminer sur la gravité que vous pouvez rajouter toujours après le pop solver ici, c'est une gravité sur l'ensemble de la simulation, et du coup la gravité évidemment fait tomber vos particules vers le bas, hein, comme du poivre, du coup. À savoir que du coup le drag n'est pas influencé par la gravité, puisque, enfin je veux dire, le drag n'influence pas la gravité, c'est-à-dire que la force de gravité n'est pas ralentie par le pop drag, puisque le pop drag se trouve au-dessus de la simulation, et vous voyez, dans le flow, en fait, il arrive avant. Donc la gravité override les propriétés du pop drag. Ok, on revient dans les particules ici, et je voudrais les colorer un petit peu, leur donner une taille différente, etc., peut-être en fonction de leur âge. Et pour faire ça, bon, déjà la première chose, c'est que je vais les linker les deux. Hop, un petit merge, là, et qu'est-ce qui se passe? Regardez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça alors, ma torche est devenue transparente. Et ben, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, en mettant ici dans le .NET, dans le PopNet, en mettant un pop color ici, j'ai coché alpha, update alpha. Et du coup, ce qui fait que, en fait, si vous regardez bien, en fait, du coup, les particules ont un attribut alpha qui, en fait, vu que le point 0, vu que le démarrage, là, le premier point est à 0, il considère en fait que l'attribut alpha, pour tout objet qui n'a pas l'attribut nh, c'est-à-dire pour tout objet qui n'est pas une particule, il va venir lui coller l'attribut alpha à 0. Alors pourquoi il vient le coller à ma torche? Parce que j'ai fait un merge. Et donc c'est pour ça, vous voyez, il y a un petit point d'exclamation, c'est ce qu'il dit quand on va dessus. Il dit qu'il y a un mismatch des attributs. Vous voyez, donc il y a des attributs qu'il ne reconnaît pas. Donc du coup, lui, il vient coller à ma torche un alpha à 0. Donc ça, c'est pas bien, ça va pas. Donc ici, je vais lui créer un attribut alpha, ok, pour pouvoir le mettre à 1, simplement. Donc je viens attribut de create ici, alpha, attention, hein, pensez bien au A majuscule, et ici value, je mets 1. Donc du coup maintenant on est bon. Ok. Donc ta la 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 la. Donc tout va bien. Alors effectivement,
Ces petites particules qui sont là, donc déjà je vais leur donner une couleur. Alors, une couleur en fonction de leur âge, je vous ai déjà montré comment on faisait. C'était ici, dans Color, Update Color, et là on vient sur Ramp. Et du coup, alors par contre il faut changer le range. On va mettre un range à 3 par exemple. Hop. Vous voyez ce qui se passe, les couleurs, ça devient blanc au fur et à mesure que la particule vieillit. Ok. Donc on peut s'amuser à faire peut-être un départ rouge, ensuite arriver sur du orangé assez vite, ensuite peut-être passer sur un petit fuchsia sympa. Ici, alors 3 c'est peut-être un peu fort, 2, non, 3. Si vous voulez, en fait ce clamping là, il est en fonction de mon, de mon life, vous voyez. Vu qu'en fait il se base, pour colorer la particule, il se base sur l'âge de la particule, ici, il dit que la rampe ici est égale à l'âge. Mais le problème c'est que l'âge de ma particule, elle n'est pas comprise entre 0 et 1, elle est comprise entre, en fait, elle est comprise entre 0 et 2, plus une variante de 1, c'est-à-dire entre 0 et 3, potentiellement. Ok. Donc du coup, ici, pop color, et c'est pour ça que j'ai mis 3. Je pense que 3 c'était un peu exagéré, mais c'est pas grave. Et on va mettre une dernière couleur ici, on va mettre du vert. Vous voyez, non, on peut... C'est à cause de la variance que ça affiche un peu le truc en l'air. Vous voyez, c'est pour ça. Mais globalement, ça marche. Et je me retrouve avec une très belle émission de particules. Tac. Maintenant, ces particules, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, je vous ai dit, agir maintenant qu'on a fait la couleur. J'aimerais qu'on puisse agir sur la taille des particules. Et le problème que je vais avoir, c'est que pour checker la taille des particules, il faut aller dans rendu. Il faut faire un rendu en fait, des particules pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc déjà, la première chose, je vais laisser la gravité, c'est pas mal. Peut-être la mettre un peu moins forte ici, moins 5, ça me suffira. Tac, voyons. Et voilà, ça c'est pas mal. Comme ça, on voit la trajectoire en fonction de l'âge. Donc ici, je viens créer une caméra en faisant un contrôle-clic caméra. Je viens remonter un petit peu le bazar, comme ça. Voilà. Ok. Et donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais assigner un matériau à mes particules. Ok. Donc pour ça, je reviens ici dans l'objet, et quand je clique sur particule ici, donc particule qui est tout l'objet, hein, l'objet torche plus particule, vous allez dans l'onglet render, et ici vous avez matériaux. Donc je viens ici créer un nouveau matériau dans le matériel palette, je descends, et ici j'ai dans Utility Constante. Constante, c'est un petit shader sympa qui me fait une sorte d'auto-illume qui se rend très facilement, qui ne prend pas en considération la lumière de la scène. C'est parfait pour faire du feu ou ce genre de choses. Donc à savoir, vous voyez de base, le diffuse est blanc, donc il multiplie le diffuse par la couleur. Il multiplie le diffuse par la couleur, ce qui fait que quand je viens ici, hop, alors pour faire un rendu clairement, il faut aller dans le Render View. Ici, vous venez cliquer sur Render, Create Render Node, et vous choisissez Mantra. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez retrouver votre opérateur Mantra dans Out, ici. Voilà, Mantra, qui est là. Donc ça me permet, j'aurais pu cliquer sur Render directement, mais ça me permet de venir changer les paramètres, et par exemple enlever le Reflect et le Refract qui ne me servent à rien. Du coup, voyons ce que ça donne. Ah bah oui, mais là vous voyez, vous avez les sphères de base. J'ai oublié d'assigner mon matériau. Donc je viens le chercher ici, constante, et là, ça va beaucoup plus vite. Ok. Donc voilà, et là vous pouvez changer de frame, vous voyez, ça se rend super vite. C'est ça qui est pratique. Donc je reviens à l'intérieur, et vous voyez que ma torche elle est rendue avec un blanc constant, parce qu'elle aussi elle a hérité de ce matériau. Donc moi ça m'embête, j'ai pas envie qu'elle soit rendue en blanc constant comme ça. Donc pour ça, pour mettre un matériau différent sur les particules et sur la torche, j'ai mis un matériau global sur l'ensemble de l'objet. Mais si je reviens ici placer un slot de matériau uniquement sur mon objet,
vous voyez, ici, j'ai la possibilité de mettre un autre matériau, comme un ID2 en fait. Il va overrider les propriétés du premier matériau. Et donc, ici, dans Material Palette, je viens cliquer sur Principal Shader, j'en crée un. Je vais dedans, propriétés, je mets un marron jeu vidéo. Voilà, un peu plus. Voilà, comme ça, très beau, magnifique. C'est une blague, hein. Et en cliquant sur mon matériel ici, je peux venir le chercher. Principal Shader. Ok. Et maintenant, nécessairement, il va me mapper convenablement ma torche. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais agir sur la taille des particules. Donc la première chose que je pourrais faire, effectivement, la taille, en fait, c'est p-scale. C'est l'attribut p-scale. Comme pour les points, quand on fait des copy to point. Donc la première chose que je peux faire, c'est mettre un attribut randomize, ici. Donc pas en couleur, parce que là, c'est color diffuse, CD, hein, qui met. Donc moi, je vais mettre p-scale. Et là, bon, c'est beaucoup trop gros. Un p-scale de 1, ça fait des particules énormes. 0,01, voilà. Et 0,005, voire des particules quand même, qui est quand même une taille. Sinon ils disparaissent. Voilà, donc là vous voyez pas grand chose, il faudrait que je mette 0,08, mais là, si vous voyez, on a bien un random sur la taille des particules. Ok, mais moi ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir un contrôle sur les particules, vous voyez, un contrôle selon un dégradé, selon une rampe, en fait. Et donc pour faire ça, je vais créer un attribut triangle ici. N'oubliez pas que les petites lignes de code que vous rentrez qui sont intéressantes, vous pouvez ici les sauvegarder en faisant un save preset, vous voyez, et ensuite vous avez plus, les presets sont là et vous n'avez plus qu'à recliquer dessus et hop, vous avez directement votre code avec les bonnes barres et tout ça. Ok. Donc voilà, c'est juste pour vous dire attribut triangle. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit contrôlé par une rampe la taille. Donc je vais lui dire at pscale. Donc l'attribut pscale est égal à, je crée une rampe, channel ramp, entre parenthèses, je vais l'appeler particle size, virgule, et le deuxième argument, c'est où est-ce que se trouve, enfin en fonction de quoi agit cette rampe, et donc moi c'est attribut age, donc l'âge de la particule, ok. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai une parenthèse en trop. Non, champ particle size, ah bah oui, mais non, c'est juste que il me manque un... C'est celle-là qui a pas, ouais, c'est celle-là qui a rien à voir. Voilà. Donc je vais ouvrir ma rampe et vous voyez que, en fait, encore une fois, le problème que j'ai, c'est que la taille maximale de mes particules, elle est calculée en fonction de l'âge. Mais l'âge, comme il dépasse 1, bah, ça fait des grosses particules. Donc, plutôt que mettre ça, je vais faire un fit O1, fit 01, ici, pour fitter donc cette valeur-là, virgule entre 0, 0, 0,5, on avait dit, et 0,05. Ok. Et là, j'ai besoin d'une dernière parenthèse. N'oubliez pas qu'on peut faire Alt-E pour pouvoir avoir une fenêtre plus grosse et travailler en plus gros. Tac, voilà. Apply, accept. Et ça marche. Vous voyez, vous contrôlez les particules en fonction d'une rampe. D'accord, entre ces deux valeurs. Donc ces deux valeurs, vous pouvez aussi les remplacer par, voilà, je peux mettre CHF pour un float min. Vous voyez, je vais créer un float pour le minimal et puis un float pour le maximal. Donc CHF max. Voilà, ça pourrait marcher aussi. À ce moment-là, tac, je viens créer mon minimum ici, mon maximum ici. Vous voyez, et les particules changent de taille en fonction de mon bon plaisir. Et puis surtout, je peux inverser la tendance, etc. etc. Donc voilà, ça c'est pour contrôler la taille des particules, c'est bien pratique. Ok. Donc du coup, on a créé une émission de particules, on a géré la vélocité
Déjà, on a géré l'émission grâce à un groupe source. On a géré la vélocité en transformant, en créant des clés de transform ici, en faisant une loop, et en récupérant la vélocité, ok, qui nous permet de sortir un outsource, qui nous permet de rentrer dans un popnet, ici, dans lequel je détermine ma source, qui applique une force drag, qui est colorée, et qui ensuite subit la gravité avant de ressortir, d'être modifié au niveau de la taille, et puis ensuite on a un merge final. Voilà. Donc voilà pour ce cours de base sur les particules. La prochaine fois, on verra tout le reste, hein, les collisions, les comportements avec les autres, etc. etc. Et puis, j'espère que ça pourra vous servir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et vous savez, vous pouvez aussi mettre un gros pouce, même si je ne suis pas un blogueur. Bref, bonne soirée et à bientôt.